Donc je vous présente 6 juin une palle plus grande que moi, clairement plus grande. Je voulais vous installer ailleurs, mais c'est le seul endroit où je peux poser ça sans que ce soit chiant pour moi. Bref, pour vous faire un peu le pitch, je suis allée au Royaume-Uni à la fin de l'année et donc au début d'année. J'ai fêté le nouvel an là-bas et j'ai eu la chance pour la 1000e fois de me rendre à Édimbourg. Et du coup, il y a une de mes librairies préférées là-bas qui s'appelle Lighthouse Bookshop, qui est une librairie hyper engagée, hyper... Enfin bref, les meufs qui travaillent dedans sont hyper cool et il y a pas mal de bouquins très chouettes là-bas. Et comme en 2024, j'ai pas mal procrastiné sur la lecture, ça n'a pas été évident. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un book haul de ce que j'avais acheté là-bas donc en fin d'année et ce que j'avais acheté là-bas l'année dernière, puisque j'y suis allée l'année dernière aussi. Et ce sur quoi je procrastine donc sévèrement. Et comme ça, vous pourrez m'engueuler sur le fait que je ne l'ai pas lu encore. Bref, c'est mon objectif lecture 2025, donc je vais vous présenter ça. Pas mal de textes en anglais et quelques-uns qui zonent chez moi et que j'ai envie de terminer. Donc on va parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse. Je sais pas si vous connaîtrez tous ces livres parce qu'il y en a que moi je connaissais pas du tout. Donc voilà, je vais peut-être vous faire découvrir des trucs et ça ce serait chouette. Et à savoir que je ferai un avis sur ces livres en français bien évidemment, et que pour certains ils sont traduits bien sûr, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi. Moi je les ai juste achetés en anglais parce que l'opportunité a fait que, hein, mais clairement on s'en branle. Du coup, un des derniers que j'ai acheté pour commencer, c'est Hijab Butch Blues. Avec, je l'ai pas fait exprès, mais je suis repartie avec l'avis de la librairie, avec un focus mes aïeux déplorable, où il y a marqué A Beautiful Reflective Illumination Memoir about Islam, Queerness and Community. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton. C'est un livre anglais, pas du tout, c'est une fiction, je voulais dire, inspirée donc de faits réels. Enfin attendez, je vous dis une fiction, mais d'un seul coup j'ai un grand doute. Ça avait l'air hyper facile à lire, donc j'ai eu l'impression que c'était une fiction, mais ça se trouve j'en sais rien, je verrai bien en le lisant. Et donc c'est l'histoire donc de Lamia, qui est une adolescente queer qui a grandi dans une maison musulmane dans le sud de l'Asie. Des retours que j'ai vus, c'est que ça a l'air d'être un texte très intelligent, drôle aussi. Donc je sais pas si c'est de l'autofiction d'ailleurs ou pas, mais en gros elle va également parler d'immigration puisqu'elle a été vivre aux États-Unis. Quand je vous parlerai, je me serai un peu mieux renseignée, mais voilà, donc ça a l'air très sympa. Il a l'air facile à lire parce qu'en plus c'est écrit en assez gros, il y a pas mal de courts chapitres et tout. Donc je me suis dit que pour me remettre à la lecture en anglais, ça allait être sympatoche. Il m'a coûté 10 pounds. Donc voilà, à savoir aussi que je craque souvent mon slip au Royaume-Uni parce que les livres sont pas très chers, ça reste un luxe, hein, on va pas se mentir, mais je trouve souvent moins cher qu'en France, et souvent les couvertures je les trouve beaucoup plus belles aussi parce qu'on va pas se mentir, on a des couvertures de pignouf les 3/4 du temps. Donc voilà, et dans cette librairie, donc Lighthouse Bookshop, vous avez aussi une espèce d'étagère où vous pouvez supporter... Putain, je suis en train de vous faire de l'anglicisme, c'est insupportable. De soutenir, pardon, oh là là, des artistes queer et locaux, très souvent, donc c'est très très chouette. Il y a souvent de l'auto-édition, de la pas auto-édition aussi, enfin de l'auto-édition. Et ça va être long cette vidéo, hein. Donc je disais, il y a souvent de l'auto-édition et aussi de l'édition traditionnelle dedans, et vous avez aussi des petits flyers généralement. Bref, celui-ci était gratuit, ce me semble, oui. Et alors c'est Queer and the Cost of Living Crisis de Yvette Taylor. On fera fi de mon accent anglais, vous passez tout de suite au-dessus parce que sinon la vie va être longue. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé les illustrations, c'est pas une fiction, c'est un peu pour donner quelques chiffres. Et vu que je ne connais pas forcément les chiffres ou la réalité des personnes qui vivent au Royaume-Uni et qui sont queer, voilà. D'ailleurs il y avait Working Queer Class que mon copain... Pas du tout. Working Class Queers, et c'est un texte que a lu mon copain. Donc voilà, je me suis dit que... Et qu'il avait acheté d'ailleurs dans cette librairie. Je parle trop mal, engueulez-moi en commentaire pour que je prépare mes vidéos, parce que c'est pas... La prochaine, j'ai fait un speech, ça risque d'être chiant à écouter, faut que je m'entraîne à rendre un speech un peu plus fun. Je ne sais pas si j'y arriverai. Donc, ensuite, alors celle-là, c'était pas dans la même librairie. Je cherchais un cadeau à ma maman dans une boutique d'ésotérisme, parce que voilà, bref, je vous passe les détails. Et ils avaient une section bibliothèque, enfin... Je fais de l'anglicisme, j'ai envie de me tuer parce que j'ai pensé à librairie, et sauf qu'il y avait marqué librairie, et du coup ça me fait penser à bibliothèque. Je veux dire, je suis insupportable. Vraiment, je m'en excuse platement, c'est quelque chose que je déteste en plus faire, donc vraiment, mea culpa, pas mea culpa, mes excuses.
Je vous jure que je le fais pas exprès et que, bref, c'est invivable à écouter, je le sais. Et d'ailleurs, enfin bref, je trouve ça hyper excluant pour les personnes qui ne parlent pas anglais, donc je suis fort navrée. Bref, dans cette boutique, il y avait tout un pan livre, donc, et j'ai regardé un petit peu. Généralement, les bouquins d'ésotérisme, j'en achète pas parce que ça me parle très peu. Et donc, je tire les cartes de tarot de Marseille, et j'ai un bouquin pour voilà, feuilleter les références sur les cartes, mais il est ultra vieillot et souvent bon bah les descriptions sont pas hyper au fait de la société actuelle. Et alors je sais pas du tout si ça va être pertinent, mais je me suis dit que j'allais l'acheter. Lui il m'a coûté cher il me semble. Voilà, il m'a coûté 15 pounds. Je vous arrondis, hein, c'est 14,99. À savoir que le livre sterling, c'est pas tout à fait comme l'euro. Je sais plus exactement la conversion, mais genre c'est toujours un petit peu plus. Donc celui-là il a dû me coûter genre 18 €, un truc comme ça, ou 19. Donc c'est quand même assez cher. Et il s'appelle Radical Tarot, Queer the Cards, Liberate Your Practice and Create the Future. Donc c'est des cartes... Enfin c'est comment lire les cartes de manière queer, on va dire, et de manière un peu plus inclusive. Donc avec, je pense, des formulations un peu plus d'actualité. Et ce texte a été écrit par Charlie Claire Burgess, je ne sais pas. Forward by Cassandra Snow, auteur of Queering the Tarot. Donc voilà, c'est... vous avez une carte, une description. Je suis désolée avec la luminosité, ça refuse de vous montrer la vie. Et donc bref, il y a des petites explications à chaque carte. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui se lit comme un roman. Moi, j'ai plutôt le consulté, entre guillemets, parce que je suis déjà à l'aise avec mon jeu de cartes, mais voilà, j'ai envie d'un petit peu, un petit peu peaufiner toute cette affaire. Ensuite, je vous en ai déjà parlé sur Insta, je suis en train de lire Quartier Libre, Demain la Ville, parce que ça m'a été inspiré par le... Enfin, je parle beaucoup avec Elodie Doucy sur Insta, et je sais qu'elle a été... Enfin, une de ses nouvelles a été sélectionnée par la Volte pour faire partie de ce recueil, et donc je l'ai acheté, et je me rends compte... Enfin, déjà, j'ai lu sa nouvelle, et j'en ai lu 2 autres. J'ai lu celle de Jean-Philippe Houry et celle de Katie Stewart, et elles sont hyper intéressantes, hein. C'est sur repenser les villes de demain, et essayer d'imaginer donc des futurs qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir dans la fiction, c'est-à-dire, tu vois, des villes où la nature a repris ses droits, des trucs hyper dystopiques, enfin ça peut être dystopique mais de manière différente. Et donc voilà, il y a des questions d'urbanisme et tout, je trouve ça hyper intéressant d'imaginer plusieurs avenirs, et parfois positifs, hein, pour les villes de demain, et des questionnements plus nuancés. Par exemple, la nouvelle d'Elodie, elle parle beaucoup de la place de la nature, et quelles limites on peut y donner, etc. Parce que elle, c'est... Le speech, en gros, c'est qu'un feu arrive dans une ville, et est-ce qu'il faut laisser le feu vivre ou arrêter le feu? Bref, pardon, Johnny Vibes. Voilà, donc c'est des questions un petit peu comme ça, un petit peu enfin, que moi je trouve très intéressantes. Et donc voilà, par contre, je fais pas de pause entre mes phrases, je suis navrée. Je me suis rendu compte, je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme, et si vous voulez accélérer, vous appuierez sur x2, ce n'est pas à moi de parler en x2. Et donc, je trouve ce texte, enfin ce recueil hyper intéressant, mais j'ai beaucoup de mal à lire les recueils de nouvelles, je me rends compte, c'est un petit peu lourd pour moi de me plonger dans plein d'univers différents. Donc voilà, j'ai envie de le finir en 2025, mais je vais peut-être un petit peu échelonner cette affaire, on va voir, mais en tout cas j'ai envie de le lire. Ensuite, des petites cartes, ça n'a rien à voir... Je m'en sers de marque-page, c'est pour ça que je l'ai gardé. Je les garde, pardon. Ça, je l'ai payé, ce petit livre-là, 8 pounds. Alors lui, il m'a coûté un peu cher. C'est, alors je ne sais pas comment le prononcer, Aeri, par Sandos A. Alsaka. Et en fait, c'est des tout petits formats, là, petits poèmes, petits contes avec des illustrations, qui a l'air très très chouette. Et donc ça, il me semble que c'est de l'auto-édition. C'était toujours donc au Lighthouse Bookshop, dans la petite section soutenir des auteurs queer régionaux. Donc voilà, il a l'air très mimi et j'avais envie de le lire, et ça, bon, bah, je vais le lire très rapidement, on va pas se mentir. Celui-là, il est en français. C'est ma belle-mère qui a voulu nous offrir un livre à Noël, et donc elle nous a laissé le choisir, et moi j'ai pris celui d'Ursula Le Guin, Les Dépossédés, voilà, qui me faisait de l'œil depuis un grand moment, et qui a l'air vraiment, vraiment sympa. Je vais vous lire la 4e, parce que comme je suis nulle pour résumer et parler, ça va être plus parlant. Faut vraiment que j'apprenne à faire des vidéos où c'est pas grave si je prends mon temps, genre... J'ai toujours l'impression qu'il faut que j'aille vite, ça m'énerve. Je parle absolument pas aussi vite dans la vraie vie en plus, enfin j'oublie de respirer pour vous dire. Bref, 2 mondes se font face. Anarès, peuplée 2 siècles plus tôt par des dissidents soucieux de créer une société utopique vraiment libre, même si le prix à payer est la pauvreté. Et
Uras, resté capitaliste, en proie à la tyrannie, à la corruption et à la violence. Chevèque, physicien anaresti hors norme, a conscience que l'isolement de sa planète la condamne à la sclérose. Fort de son invention, l'Ancible qui permettra une communication instantanée entre tous les peuples, il choisit de voyager vers Uras dans l'espoir de faire naître une nouvelle ère de fraternité. Ce roman, bref, il a obtenu plusieurs prix divers et variés, blablabla. Et Ursula Le Guin est très connue donc, pour ses textes de SF et je l'avais jamais lu, donc je me suis dit que j'allais essayer. Je vais voir si j'aime ou pas. Ensuite, j'aime beaucoup Junji Ito, donc je me suis dit que j'allais acheter un livre là-bas parce que ils sont super chers en France, on va pas se mentir. Bon, ils étaient chers aussi là quand même, mais celui-là était vraiment cher. Donc là, je suis un peu deg parce qu'il est en format dur, voilà, vous voyez, hyper dur, hyper reluisant. Là, j'aime pas du tout. Mais bon, bref. Donc lui, il m'a coûté 19 pounds. Donc il m'a coûté très cher. Enfin, non. Bref, j'hésitais entre plusieurs de ces textes, dont des gros pavasses qui étaient à 24. Et du coup, je me disais, ça vaut le coup et tout machin. Et en même temps, celui-ci, donc vu que je n'arrivais pas à faire mon choix, j'ai choisi celui qui était un peu abîmé. Comme ça, j'ai été me plaindre à la caisse et ils m'ont fait une ristourne. Donc voilà, j'ai acheté Remina de Junji Ito. Donc bref, c'est l'histoire, c'est de la SF hein, avec une planète, bref, qui grossit, qui vient, etc. etc. Et toujours des dessins très violents, faut beaucoup de trigger warning, mais surtout avec beaucoup de tracés comme ça. Moi j'aime énormément, toujours dans l'étrange, voire le bizarre, j'aime vraiment sa plume de dessin, on va dire. Regardez, ça donne un peu des trucs comme ça, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Oui, j'ai oublié de dire, c'est un manga hein, du coup. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, ça a l'air très sympa et je vous en ferai un retour sous peu, hein, sous quinzaine. Ensuite, encore un truc que j'ai payé beaucoup trop cher, je vous dis que les livres sont pas chers. Non, celui-là ça va, pardon, j'exagère. Lui, il était à 10 pounds, alors déjà je trouve la couverture magnifique, en parme comme ça avec les trucs en reflet là. Les dessins sont très très beaux. Ça s'appelle A Neuroqueering Book of Love, donc c'est... comment le traduire en français ? C'est sur la neuroatypie queer, mais c'est un livre sur l'amour. Voilà, globalement, c'est ça. Et en fait, c'est son format qui m'a plu. Il se lit comme ça va être trop chiant d'ailleurs. Mais voilà, avec des formes très différentes, comme ça. Donc moi, j'aime beaucoup les textes avec des formats très variés. J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait autour des numéros de page, là, ces espèces de petits ponts, là, où on dirait un texte on dirait un manuel scolaire, mais alors le reste je trouve ça très très joli. Donc lui je pense que je vais le lire assez vite, on va pas se mentir, et il a l'air vraiment sympa. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir à lire des formes poétiques en anglais, mais on va essayer. Celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, donc lui il m'a coûté 25 pounds et j'ai eu le toupet de pas le lire alors qu'il coûte un rein. Il s'appelle Black on Both Sides, Radical History of Transidentity de C. Riley Norton. À savoir que je connais aucun des auteurs, autrices et auteurisses dont j'ai acheté les livres, donc voilà, faut que je me renseigne sur eux. J'ai d'abord acheté des livres en fonction de si la thématique me plaisait ou pas. Donc c'est un professeur qui étudie le féminisme, les questions de genre et la sexualité africaine à la Cornell University. Et donc je crois que c'est une université américaine. Si je suis pas bête, oui c'est ça, sur la transidentité des personnes racisées, donc voilà, pas du tout fiction, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Après ça a l'air assez dense, mais ce que je trouve hyper cool dans les livres anglais, c'est que c'est souvent donc par vraiment grosses thématiques. Enfin je trouve que les sommaires sont hyper, on dirait des articles différents, pas juste un texte qui se suit avec des découpes. Donc voilà, il y a quelques illustrations aussi, donc ça a l'air sympa, et lui j'ai envie de le lire. Ensuite, celui-ci, je vais cacher le titre et je vais biper beaucoup de mots hein, d'ailleurs dans cette vidéo. Je suis navrée, mais j'en ai vraiment marre que mes vidéos soient strike par l'algorithme. Donc, je vais également cacher un petit peu. Je sais pas si en visuel ils arrivent à le détecter, mais voilà. Donc, c'est ce texte. L'édition est trop chum et il s'appelle Palestine Story from a Century After the Nakba, édité par Basma Galayani. Attendez que je dise pas de bêtises, Basma Galayini. Donc il y a 12 auteurs palestiniens qui vont écrire à propos de leur pays dans les années 2048. Donc un siècle après les tragédies et les traumatismes. En gros, en 1948, il y a eu l'expulsion d'à peu près 700 000 Palestiniens arabes de leur terre, hein, tout simplement.
Voilà. Et donc il va être question donc d'occupation, d'oppression, de colonialisme, de tout ça, de tout ça. Et donc lui, il date de quand ce... Je sais plus quand est-ce qu'il a été édité, que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, et voilà, donc ils ont pareil avec l'Irak, le Kurdistan. Voilà, il y a pas mal de textes comme ça, de cette collection plus 100 là, qui existe. Et ce texte, blablabla. 2019 celui-là, donc il n'est pas du tout sur l'actualité, qui se passe depuis 1 an, mais en même temps, ça ne date pas du tout de l'année dernière, ce qui se passe. Voilà. Et donc dans les auteurs, si ça vous intéresse, il y a Tasnim Abutabik, Emad Aldin Aïcha, Selma Dabag, Salim Haddad, je m'excuse d'avance pour ma prononciation qui est sans doute à côté de la plaque, Anwar Ahmed, Majd Kayal, Mazen Maharouf, Abdelmouti Makboul, Ahmed Massoud, Talal Aboussawish, Rawan Yaghi et Samir El Youssef. Et celui-là, il m'a coûté 12 pounds. Donc celui-là, il n'est pas très très cher. Et donc voilà, c'est un recueil de nouvelles, vu que je vous ai dit que j'avais du mal à les lire. Mais bon, bref. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans, pareil, à Édimbourg. The House in the Cerulean... The House in the Cerulean Sea de TG Clown. Donc j'ai aucune idée de qui est cette personne. Je l'ai payé 9 pounds, ce qui est que dalle pour un roman. Vous en conviendrez, surtout à ce format, c'est pas un poche. Ils font très peu de poches en même temps. Et donc il avait l'air sympa et je me rappelle absolument plus de quoi ça s'agit. Enfin c'est un truc, voilà, il me semble que c'est un truc fantasy sur un mec qui habite voilà, dans un truc un peu calme et ou une meuf, je ne sais même plus. Et que voilà, le département en charge de la magie, blablabla, blablabla. Je sais plus du tout de quoi ça cause. Mais voilà, j'ai envie de le lire cette année. Alors, Naomi Novik aussi, je ne sais absolument pas qui est cette personne, mais j'ai vu qu'elle était traduite très souvent. On voit d'ailleurs mes traces de poussière, c'est terrible. Je ne sais pas si cette meuf est problématique, puisqu'à peu près tous les gens qui sont en bout de rayon sont problématiques, donc je n'ai aucune idée et je vais me renseigner, mais j'avais envie de lire son texte, A Deadly Education, parce que j'en ai marre de lire Le Petit Sorcier de la Magie de la Trancobe. Et du coup, je me suis dit voilà, que j'allais lire ce truc. Ça fait 1000 ans qu'il est chez moi et je n'arrive pas à lire plus. J'avais lu 40 pages quand même, j'exagère. Et il m'a coûté 9 pounds, 10 pounds, ce qui est encore une fois que dalle pour un truc de cette épaisseur. Ensuite, ça vous intéresse peut-être pas, je suis en train de me dire, je vous raconte ma vie là. Bref, pour 13 pounds, j'avais acheté de Carl Rogers On a Becoming Person, A Therapist View of Psychotherapy. Donc voilà, je n'ai aucune idée de si c'est de la psychanalyse ou pas, mais en gros c'est un texte de psycho qui avait l'air assez intéressant au niveau du sommaire, mais je ne sais pas si ce sera le cas, mais au moins je me suis dit que je me serais fait mon avis sur cette histoire. Mais en gros c'est une vision de la psychothérapie par un thérapeute quoi, globalement. Mais alors l'écriture... Je sais pas si vous voyez, mais c'est en espèce de gras bizarre. Ça n'a pas l'air hyper agréable à lire et très dense. Mais en fait, j'avais acheté ça parce que j'espérais ne pas faire de burn-out en master de psycho, mais ce fut un échec. Vous voyez, genre les marges, elles sont trop bizarres, elles sont hyper larges. Histoire de rajouter un peu plus de texte et qui soit encore plus long. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça avait l'air assez intéressant. On verra ce que ça donne. Toujours pas de la fiction, donc. Ça, il a été acheté à Édimbourg aussi. Je sais plus si je vous avais dit. Si, je vous l'avais dit. Mais on m'a fait mes 30 ans surprise à Édimbourg où mes proches sont venus, blablabla, je vous passe les détails. Et mes copines m'ont acheté celui-là, il a coûté 9 pounds. Il s'appelle The Mad Woman's Ball de Victoria Mass. Alors lui, il me semble qu'il est archi connu. Penguin Edition, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai aucune idée de si cette meuf, c'est un problème aussi. C'est le problème de lire des auteurs récents, c'est que je connais pas leur vie, donc il va falloir que je me renseigne aussi. Mais voilà, c'est dans un asile, enfin tu sais, à la Bref, à la Salpêtrière, je vais réussir à le dire, à Paris, qui était donc un asile, on n'emploie plus ce terme, mais voilà, c'était qualifié de ça. Et donc ça parle du docteur Charcot. Il me semble qu'il y a une série faite sur ça, je ne sais plus. Ensuite, à la Lighthouse Bookshop, donc toujours la librairie d'Édimbourg, hyper militante, blablabla, blablabla, j'ai acheté pour pas du tout 12 pounds le texte de Christina Bendeck qui s'appelle Salt Crystals. J'aime bien la couverture. Et donc c'est un roman qui se passe en Colombie. Et donc si je vous dis pas de conneries, c'est l'histoire de... Oh mon bébé.
C'est l'histoire de Victoria qui, elle, est origine donc de San Andrés, qui est une île, si je me trompe pas, dans les Caraïbes. Et donc bref, elle est originaire de là-bas, les gens la stigmatisent donc pour sa couleur de peau, son accent. Et elle va un peu redécouvrir cette île sous le prisme de l'histoire de cette île, donc colonisation espagnole, blablabla, donc ça va être un petit peu ça. Donc ça a l'air intéressant. Ça, c'est une fiction, oui, ça c'est une fiction. Ensuite, il y a ce texte immonde qui cette fois est en français, qui est le format que j'avais eu à l'école, au collège je crois, qui est celui de Jean de la Bruyère, Les caractères de la Grand et qui est donc le texte de Jean de la Bruyère, qui s'appelle Les caractères, entre parenthèses, de la cour et des grands, qui est assez court et que j'avais commencé à vous lire sur Twitch, quand je prenais encore le temps d'utiliser Twitch, et je vais y remettre cette année, promis. On avait lu le texte de Baudelaire ensemble et un autre texte. Vous avez l'intégrale de la lecture sur ma chaîne. J'essaie de lire des trucs libres de droit pour que ça puisse être posté sur YouTube. Et en gros, on les critique ensemble, on lit les classiques ensemble. Et voilà, c'est un truc que j'avais envie de faire et que je trouve intéressant. Et donc, on avait commencé à lire celui-ci, mais on a lu Cutchy Cutchy. Donc, on va le recommencer ensemble. Et puis ce sera sympa de voir ce qui se raconte. Parce que je n'ai jamais lu de Jean de la Bruyère, à part au collège, je m'en rappelle plus. Ensuite, pour combien d'euros ? 10 pounds, j'ai acheté le texte de Elizabeth Hopkinson qui a été illustré par Anna Hopkinson. Ça s'appelle Asexual Fairy Tales et il y a le volume 2 qui existe aussi. Il me semble, si je suis pas trop conne, qu'il s'agit d'auto-édition, toujours acheté donc au Lighthouse Bookshop. Et il y a marqué Silverwood et tout, mais j'ai l'impression que c'est un site d'impression. Enfin voilà, je crois que c'est de l'auto-édition. Il va falloir que je regarde plus profondément, mais il me semble que c'est de l'auto-édition. Et oui, parce que les librairies là-bas n'ont pas de problème à vendre des autrices auto-éditées, hein, sachez-le. Et en gros, c'est des revisites de contes, mais version, en fait, en désexualisant tout ça, et ou en rendant les personnages principaux, donc officiellement asexuels ou aromantiques. Donc c'est cool de lire ça, c'est chouette d'avoir ces versions-là pour, si tu veux les raconter à tes enfants, ou que sais-je, ou même pour toi, ça fait du bien de se réapproprier les images des contes traditionnels avec une version différente, une vision différente, pardon. Donc moi j'ai commencé à lire, la première histoire que j'ai lue, c'est, vous savez, celle où dans la Grèce antique, il est raconté que les personnes avant avaient 4 bras, 4 jambes, 2 têtes et qu'ils ont été séparés et que depuis ils retrouvent leur moitié et c'est un homme, une femme très généralement. Donc voilà, il y a ce texte-là. J'ai l'impression, après j'ai survolé, que c'est très occidentalo-centré comme choix de texte. Ah non, peut-être pas, je mens peut-être, je m'avance peut-être, je vous dirai à la fin quand je l'aurai lu. Mais en fait, moi ça m'embête toujours parce que dès que j'achète de la fiction, j'essaye d'acheter des textes maintenant qui soit sont pas écrits, soit ne se passent pas aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en France, parce que j'ai envie de découvrir d'autres trucs. Donc quand j'achète ce genre de texte, j'espère qu'il y a autre chose que des textes que je connais déjà, qui ont juste été réécrits. Bref, sinon, j'avais acheté, cette fois en français, pour 19 balles, ce qui est super cher, Le Papillon de Andrus Kivirak. C'est hyper chiant que ce soit écrit en petit. J'adore la couverture, je la trouve très sympa. Et donc ça parle de l'Estonie, du début du 20e, et je vous lis donc la 4e. Un soir, au sorti de l'usine dans laquelle il travaille, Auguste rencontre par hasard le directeur du théâtre Estonia. Il quitte son emploi d'ouvrier et intègre la troupe qui s'avère aussi loufoque qu'hypersensible. Pina, le fondateur, les comédiens là pareil, la prononciation je suis navrée, les comédiens Triljarv, Kurnim et Salik, mais aussi Erika, sa future femme, qui rejoint le théâtre. On se fait spoiler là, qui rejoint le théâtre peu de temps après lui et qui symbolisera le papillon, la légèreté de la vie dans une Europe qui s'apprête à sombrer dans le chaos. Moi, ce qui m'intéresse, alors c'est un truc qui me parle énormément, donc c'est la fiction ouvrière, parce que étant issue d'un milieu d'usinard, j'aime beaucoup lire sur les ouvriers, voilà, parce que ça me parle et perso, je me tends à écrire de plus en plus de personnages issus du milieu ouvrier, parce que voilà, j'ai envie d'en parler. Il y a un moment, j'avais acheté L'inconstance de l'âme sauvage de Eduardo Viveiros de Castro, je sais pas. Je l'avais payé 16 €, ce qui est pareil, un peu cher, hein, on va pas se mentir. Donc,
Les premiers missionnaires débarqués au Brésil sont confrontés à un curieux paradoxe. Alors que les Tupinambas acceptent volontiers la doctrine chrétienne et se convertissent, alors volontiers, je ne sais pas, ils ne renoncent pas pour autant à leurs coutumes féroces, au cycle infernal des guerres intertribales, au cannibalisme et à la polygamie. Cette apparente inconstance, cette oscillation entre respect de la nouvelle religion et oubli de sa doctrine, entraîne finalement les Européens à déclarer que les Tupinambas sont fondamentalement sans religion, incapables de croire sérieusement en une quelconque doctrine. Dans cet essai, le célèbre anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, figure tutélaire des études actuelles en ethnologie amazonienne, revisite les sources du XVIe siècle pour restituer les enjeux de cette inconstance de l'âme sauvage, en laquelle se disputeraient de manière fondamentalement différente de penser le monde et la société. Il nous invite à remettre en cause, dans une perspective à la fois historique et anthropologique, le rapport entre culture et religion. Alors ce mec, il a étudié à l'université de Cambridge, directeur de recherche au CNRS, je n'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. J'ai ce texte qui traîne, j'ai aucune idée de si ça va être bien ou pas, je pense que ça va pas être ouf, mais j'ai envie de le dégager de ma palle et qu'il soit... Bref, ce texte, je l'ai acheté depuis un moment, je l'avais précommandé en plus pour soutenir, bref, ça m'a saoulé de pas prendre le temps de le lire, donc il va être lu cette année. C'est Introduction à l'archéologie du genre par Isabelle Algrin et Laura Marie, qui m'a coûté 23 €. C'est super cher, il est hyper lourd, en plus j'aime bien quand les pages sont lourdes. Bon là c'est pas de la fiction, hein, vous vous en doutez. Pour les personnes qui ne le savent pas, alors que je le rabâche en permanence, j'ai étudié l'archéologie, j'ai un master d'histoire antique et voilà, j'ai fait des fouilles, blablabla, tout ça. Et donc il y a de plus en plus d'historiens, d'archéologues qui commencent à réécrire l'histoire en réanalysant les sources parce que par défaut, il y a énormément de choses qui ont été attribuées à des hommes, c'est-à-dire tu trouvais une tombe, l'archéologue par défaut disait que c'est la tombe d'un monsieur, tu vois, entre guillemets, et toutes les sources ont été très masculinement centrées. Pas comment on dit. Et donc il y a de plus en plus d'études de genre portées donc, par l'archéologie, l'histoire, etc. Et donc ça m'intéresse énormément de voir ce qui est raconté là-dedans, parce que ça me fait du bien de lire ça, parce que ça me fait du bien de lire ça. Donc, qu'est-ce que le genre ? Et qu'est-ce que l'archéologie du genre ? Peut-on identifier le genre d'un individu à partir des objets qui lui sont associés ? En France et en Belgique, cette archéologie qui s'attache à reconstruire les rapports sociaux à partir des vestiges matériels commence à se développer avec plusieurs décennies de retard sur d'autres pays du monde. Cet ouvrage qui s'adresse aussi bien aux étudiants, ils mettent tout en inclusif, qu'aux professionnels et aux enseignants, entend répondre à ces questions en expliquant de manière claire et didactique les différents concepts mobilisés dans cette archéologie. Il retrace l'histoire de cette sous-discipline avant de se concentrer sur deux axes de recherche fondamentaux, l'utilisation du genre dans notre manière d'interpréter les contextes archéologiques, illustré par de nombreux exemples issus de travaux récents, et la lutte contre les discriminations au sein de la profession. Donc voilà, c'est même pas un essai, c'est vraiment quelque chose presque pour les universitaires. Et bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais voilà, ça peut être indigeste, c'est pour ça que je parlais de ça. Mais moi, ça me chauffe de ouf, parce que déjà, le milieu universitaire, je le kiffe, et que ça m'intéresse. Ensuite, dans une librairie complètement paumée au milieu d'un village où il n'y avait absolument rien, il y avait des comics d'ici, des DC Comics, et il y en avait un acheté, un offert, et en gros, ça m'a coûté... Bah, il m'en manque un. Bah, attends, 1, 2, 3, 4, non, c'est bon. Il y en avait un acheté, un offert, donc du coup j'ai acheté 5, évidemment pas 6, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit trop conne et en acheter un gratuit, mais bon bref. J'en ai acheté donc 4 pour 4 pounds, donc 1 pound la revue, alors que... Donc 1 pound le comics, alors qu'il coûte 5 de base. Et j'ai acheté donc le début de la série, je sais pas si elle est finie ou pas, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Gotham City, première année, par Tom King, Phil Esther, Eric Gapstur et Jordi Belair, qui ont l'air fort sympathiques. Ils sont encore sous faux blister, là, enfin la librairie design sous blister.
Et donc voilà, j'avais envie de commencer la série, il y avait le 1, 2, 3, 4, donc je me suis dit c'est la bonne occasion, parce que souvent quand il y a des promos, t'as que genre le numéro 6, enfin tu vois, bref, là il y avait le 1, 2, 3, 4, donc je me suis dit que j'allais commencer. Et j'aime bien les illustrations, donc ça m'a parlé. Et j'ai acheté également, je crois qu'il est en one shot si je me suis pas gourée, Mr. et Mrs. de Kelly Thompson, Oscar Basaldua et Frank Darmata, je vais y arriver, qui celui-ci par contre est un Marvel, c'est le numéro 1. Donc pas du tout un one shot, je dis de la merde, mais c'est le numéro 1, donc voilà. J'ai cherché des numéros 1, je me suis dit au pif que j'allais en essayer, et voilà. Et le dernier, on me l'a offert à Noël. Moi ce que j'aime c'est les monstres, tome 2, parce que j'avais lu le tome 1. Et comme je vous ai dit 1 milliard de fois, moi j'aime les dessins gribouilles. Et dans ce texte que j'avais beaucoup aimé, alors déjà j'avais bien aimé l'histoire, mais vous voyez c'est que vous avez des espèces d'affiches pleines pages, comme des affiches de films et tout. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. C'est hyper lourd ce genre de putain de texte et tout. Voilà, genre ça là, je trouve ça sublime comme planche. Bref, lui il coûte un rein, par contre je crois qu'il est quasiment à 40 balles, non ? Je crois qu'il est à 40 balles. Il me semble que c'est écrit par une personne qui est en situation de handicap, mais je sais plus lequel. Oh là là, je me rappelle plus. J'avais lu le premier en 2018 quand j'habitais à Caen. Je l'avais acheté. Et bref, j'avais lu l'histoire de l'autrice. Voilà. En 2002, Émile Ferris, mère célibataire et illustratrice, gagne sa vie en dessinant des jouets et en participant à la production de films d'animation. Lors de la fête de son 40e anniversaire avec ses amis, elle se fait piquer par un moustique et ne reprendra ses esprits que 3 semaines plus tard à l'hôpital. On lui a diagnostiqué une méningo-encéphalite. Elle est frappée par une forme grave du syndrome du Nil occidental. Les médecins qui annoncent qu'elle ne pourra sans doute plus jamais marcher. Pire encore, sa main droite, ah voilà, c'est ça, c'était sa main. Celle qui lui permet de dessiner n'est plus capable de tenir un stylo. Alors qu'elle ne voit plus aucun avenir, les femmes fortes à ses côtés l'encouragent. Blablabla, blablabla. Et du coup, elle scotche le stylo à sa main. C'était ça. Je me rappelais qu'il y avait un truc lié au dessin. Mais je me rappelais plus quoi. Non mais regardez ça, cette planche-là. Très Junji Ito, cette affaire. Moi j'adore. Et donc... D'ailleurs, il faut que je re-regarde le résumé du volume 1 parce que je ne me rappelle absolument plus de rien. L'existence de Karen Reyes regorge d'insondables mystères. Le meurtre d'Anka Silverberg s'amuse, sombre et survivante de l'Holocauste, n'a toujours pas été élucidée. L'arrestation de son voisin, le gangster Kiri Jack Gronan, a soulevé une partie du voile noir qui flotte sur Uptown, quartier sous tension et dangereux de Chicago depuis des années 60, révélant un monde en ébullition au règne prostitué et truand. Bon, déjà, il n'emploie le mot prostituée, mais bon, bref. Que disais-je ? Fantôme et hippie philosophe. Et puis, il y a la mort de son incroyable maman, qui a laissé un vide sidéral dans l'âme déjà chamboulée de la jeune Karen. La petite artiste doit ainsi faire face à une vie nouvelle, celle de l'adolescence où tout tremble et vacille, et où même ses menues incertitudes semblent sur le point de voler en éclats. Par chance, cet être farouche, un tiers louve, un tiers détective, un tiers enflammé, carburant à la curiosité, l'imagination et la compassion, elle veut désormais bannir de son existence les tabous et les mensonges qui ont fini par empoisonner jusqu'à ses rêveries. Heureusement que son frère Deez, pourquoi je me prononce comme ça, illustrateur autodidacte au passé trouble, est là pour la protéger des menaces invisibles qui pèsent sur elle, et ce quoi qu'il en coûtera. Mais pour combien de temps pourra-t-il encore veiller sur sa petite sœur, étant sur le point d'être mobilisé et envoyé au Vietnam ? Voilà, j'ai très hâte de lire également, donc on verra bien de quoi ça parle. Bref, j'espère que je vous ai fait découvrir des livres. J'ai complètement zappé de vous dire, ma décoloration est en train de poser, mais surtout en fait j'étais en déplacement professionnel et j'ai acheté un nouveau livre entre temps, je vous la fais brève, mais une copine à moi qui s'appelle Naomi, Coco Naomi, a acheté ce livre et me l'a fort conseillé. Ça s'appelle Paline de Nada Elia et en gros c'est en quoi bon attendez je vais lire la 4e, ça va être plus simple encore une fois. Comment expliquer qu'Israël malgré ses attaques meurtrières et sa violation du droit international reste à l'abri de toute véritable critique. Pourquoi de nombreuses féministes du Nord global si promptes à dénoncer l'impact du fondamentalisme islamique sur les femmes palestiniennes restent-elles silencieuses quand il s'agit de décrier l'occupation. Oh, c'est centré avec le cul cette vidéo. Et le jet que perpétue l'État ilien en Palestine. En déconstruisant les associations fallacieuses entre antisionisme et antisémitisme, la professeure et militante palestinienne Nada Elia
qui vit aujourd'hui aux États-Unis, rappelle la place des femmes et des personnes queer dans la lutte pour la libération de la Palestine et revendique le démantèlement des structures coloniales qui écrasent le peuple de Gaza et de Cisjordanie. Oui, la Palestine est plus que jamais un enjeu féministe. Donc voilà, c'est pour encore une fois rappeler que le féminisme doit être anticolonialiste et blablabla et blablabla et pas intersectionnel que quand ça vous arrange. Voilà, j'aime bien le format, il est mimi. C'est-à-dire que tu peux te le trimballer et le dégainer auprès des ploucs qui croient tout savoir et qui ont très tort. Après, moi je ne sais pas tout, mais à des fois je me trimballe avec des livres car je ne sais pas tout et que je ne peux pas tout savoir. C'est aux éditions Remue Ménage et c'est sorti cette année. Voilà. Bref, j'espère que je vous ai fait découvrir des livres, que Gotham vous a diverti et qu'il y a des choses qui vous donneront envie d'être lues par vous-même ou qui vous intéresseront quand je vous donnerai mon avis, que je vous en parlerai. Les essais, généralement, je donne pas vraiment mon avis. Hein. Je fais un peu... Alors, un résumé, c'est un bien grand mot, mais je vous parle de ce qu'il est question dedans pour que... Attends, ma phrase, elle va dans tous les sens. En gros, si vous voulez acheter cet essai, au moins, ça vous dira ce dont il est question dedans, un peu plus profondément que le sommaire. Donc voilà, j'espère que mes avis vous intéresseront. J'essaye encore de les poster sur Insta, TikTok et tout, mais je pense que je vais vraiment graviter sur tout ce qui est livres et tout de plus en plus sur YouTube parce que j'y passe un temps monstre sur TikTok et Insta, que l'algo les bloque en permanence, que ça m'épuise énormément et surtout que sur YouTube en fait ça reste et sur Insta j'ai l'impression tu vois que ça se perd, sur TikTok ça se perd après, enfin si ta vidéo elle a pas été vue dans les 24 heures, personne va aller voir ta vidéo plus tard, tu vois. Donc je pense que c'est plus pertinent de faire ça sur YouTube. Je sais pas, en ce moment sur YouTube, j'ai envie de poster plein de choses différentes et tout flop. Donc si ce que je produis vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment je suis un peu du père là-dessus. Et je sais pas si c'est pertinent que je continue, ne serait-ce que ma présence sur les réseaux, je vous avoue, Voilà, je suis un peu perplexe. Je sais que j'ai envie de partager mes illustrations et mes textes, mais peut-être que je le ferai de manière froide, entre guillemets, à juste vous balancer des posts. Sur mon compte Orcade Verso. Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai l'impression de donner beaucoup de mon temps parce que ça prend un temps monstre pour pas grand chose, entre guillemets, puisque j'ai très peu d'interactions sous mes vidéos et je sais pas si les gens les regardent un petit peu en fond, si vraiment ils les écoutent, si... Voilà, j'ai un peu de mal à savoir et je pense qu'il y a que vous qui pourront me donner la réponse. En tout cas, pour ce qui est des vlogs, je sais que j'en posterai encore parce que moi, ça me permet d'avoir des souvenirs et ça me fait grave kiffer. Par contre, pour tout ce qui est vidéo comme ça, je sais pas si ça vaut le coup que je m'écharpe à passer des heures et des heures et des heures à faire du montage si ça intéresse personne. En fait, je sais pas. Peut-être que juste je fais des mauvaises critiques, en fait. Que mes retours, ils sont pas hyper pertinents ou qu'ils sont hyper généralistes et que du coup, on s'en branle. Je sais... Mon voisin, pendant les moments émotions. Ok. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardée en entier. Ça m'intéresse juste au niveau, comme je vous ai dit, pour les questions avant, ça m'intéresse. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous fais un retour dans quelques temps, si j'arrive à lire certains des textes, j'espère. Et voilà, j'espère que ça me motivera à les lire, surtout en 2025, et à me bouger un peu le cul là-dessus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Gotham s'en fout, elle adore. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!